Qu'est-ce qu'un être vivant? La question peut sembler un petit peu bête, mais en fait elle ne l'est pas tant que ça. Instinctivement, nous sommes tous capables, dans la vie de tous les jours, de reconnaître un être vivant. C'est-à-dire que entre un pommier, un radiateur, une bactérie et un être humain, nous sommes capables de dire que dans ces éléments-là, il y a un intrus, le radiateur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vivant. Par contre, si on essaye de donner une définition de la vie, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Et justement, l'objectif de cette vidéo va être d'essayer de trouver une manière de définir le vivant. Juste une petite chose, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur l'ADN, je vous conseille de la regarder parce qu'on va reprendre pas mal d'éléments qui ont été abordés dans cette première vidéo. Qu'est-ce que la vie? On pourrait définir la vie comme étant un phénomène qui se manifeste par certaines entités que l'on appelle les êtres vivants. Ainsi, un être vivant serait une entité qui est une manifestation de la vie. Bon, c'est un petit peu compliqué, ça semble un peu bizarre, mais justement nous on va essayer de décortiquer tout ça afin d'être clair tout de suite. Il s'agit ici de définir le vivant en opposition à l'inerte, c'est-à-dire à ce qui n'est pas vivant, et non pas la vie en opposition à la mort. Du coup, on pourrait redéfinir la question comme étant quelle est la différence entre ce qui est vivant et ce qui est inerte. Afin de pouvoir répondre à cette question, on peut commencer par étudier les entités qu'on est certain d'avoir qualifiées d'êtres vivants. C'est ce qu'on appelle les organismes. Les organismes, il y en a plusieurs millions de différents qui existent sur Terre. Les scientifiques sont même amusés à les classer selon les caractéristiques qu'ils partagent et surtout leurs liens de parenté. Ils ont ainsi fait des grands groupes d'organismes qui sont subdivisés en sous-groupes, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-sous-groupes, etc., etc., etc. Afin de pouvoir étudier un petit peu le vivant, on va juste évoquer les trois grands groupes d'organismes qui sont actuellement établis, mais ça peut changer, juste pour essayer de trouver des espèces de points communs entre tous les êtres vivants. Premièrement, le premier groupe d'organismes vivants qu'on connaît est celui des eucaryotes. Ce sont des organismes composés de une ou plusieurs cellules, et ces cellules ont un noyau qui isole leur ADN. Ces organismes eucaryotes sont ceux qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire que ces organismes correspondent entre autres aux végétaux, aux animaux et aux champignons. Nous, par exemple, nous sommes des animaux, donc nous sommes des organismes dits eucaryotes. Le deuxième grand groupe d'organismes vivants qu'on connaît est celui des bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule, et cette cellule ne possède pas de noyau qui isole son ADN. Le troisième grand groupe d'organismes vivants qu'on connaît est celui des archées. En général, celui-là, on n'entend pas trop parler parce qu'on le connaît assez mal. Ce sont des organismes composés d'une seule cellule dont l'ADN n'est pas isolé dans un noyau, comme les bactéries, sauf qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. Ainsi, tous les organismes que l'on connaît font partie d'un des trois grands groupes d'êtres vivants que l'on vient de définir, bactéries, archées ou eucaryotes. On remarque que tous ces organismes sont composés de cellules. Un organisme est composé de cellules, au moins une cellule. Du coup, on pourrait penser que le vivant pourrait être défini comme étant un phénomène qui se manifeste par des entités composées de cellules, et un être vivant est une entité composée de cellules. Cependant, ça ne nous dit pas en quoi est-ce qu'une cellule est vivante, et ça nous dit encore moins en quoi est-ce qu'un être vivant est vivant. L'objectif est de réfléchir à ce qui distingue la matière vivante de la matière inerte. Afin de pouvoir réfléchir à ça, on va prendre un cas simple, celui de la bactérie. Pourquoi la bactérie? Eh bien parce que la bactérie est, rappelez-vous, un organisme composé d'une seule cellule. Du coup, une cellule bactérienne possédera toutes les caractéristiques d'un être vivant, puisque la bactérie est un être vivant. Et justement, quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, une bactérie est capable de se diviser en deux nouvelles bactéries. Et c'est de cette manière-là que les bactéries se reproduisent. Deuxièmement, avant de pouvoir se diviser en deux, une bactérie doit croître et grandir. Elle va fabriquer sa propre matière et transformer de l'énergie. Les réactions qui permettent de fabriquer de la matière et de transformer de l'énergie sont les réactions métaboliques. Troisièmement, une bactérie est capable d'interagir avec son environnement afin d'y chercher et d'y trouver de la matière première et de l'énergie qu'elle va pouvoir utiliser pour alimenter son métabolisme. Cette interaction avec l'environnement passe notamment par des réponses à des stimulations de l'environnement, par exemple des stimulations chimiques ou lumineuses. Donc les bactéries possèdent ces trois caractéristiques, c'est-à-dire la capacité de reproduction,
la capacité d'exercer des réactions métaboliques pour fabriquer leur propre matière et leur propre énergie, et enfin, l'interaction avec l'environnement. Mais il n'y a pas que les bactéries qui sont capables de faire ça. L'ensemble des êtres vivants sont capables de faire ces trois actions. Elles ont ces trois caractéristiques. Même les organismes composés de plusieurs cellules, c'est-à-dire les eucaryotes pluricellulaires, comme l'homme, sont capables d'effectuer ces trois grandes fonctions du vivant. Cependant, chez un organisme comme l'homme, les cellules ne vont pas forcément effectuer ces trois fonctions en même temps, c'est-à-dire que certaines de nos cellules vont être plus spécialisées, mais dans son ensemble, l'organisme sera toujours capable de se reproduire, d'exercer des fonctions métaboliques et d'interagir avec son environnement. Mais maintenant, allons un petit peu plus loin. Quand un organisme se reproduit, il peut potentiellement avoir une descendance légèrement variable par des phénomènes de mutation, par exemple, qu'on a déjà évoqué dans la vidéo sur l'ADN. Ces variabilités chez les individus se traduisent par des caractères légèrement différents entre les individus. Et certains individus, ça fait beaucoup d'individus, vont posséder des caractères qui vont leur conférer un avantage reproductif supérieur à d'autres dans un milieu donné. D'autres termes, un organisme qui possède des caractères conférant un avantage reproductif vont avoir plus de facilité que les autres à se reproduire et donc à transmettre ces mêmes caractères à la descendance. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est important juste de noter que, au fil des générations, les êtres vivants vont évoluer. En fait, cette soumission au processus évolutif est quelque chose qu'on le retrouve chez l'ensemble des êtres vivants. C'est-à-dire que l'on parle des bactéries, des archées ou des eucaryotes, tous ces organismes sont issus d'un long processus évolutif qui a duré des milliards d'années. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et ce processus évolutif est encore actuellement en cours, c'est-à-dire qu'il y a toujours évolution des organismes au fil des générations. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson-grenouille, et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Cette soumission au processus évolutif est une caractéristique propre aux êtres vivants. On a donc là un dernier élément qui pourrait se rajouter à la liste des caractéristiques des êtres vivants qu'on a fait jusqu'à présent. La vie serait donc par extension un phénomène qui se manifeste par des entités capables de se reproduire, exercer des fonctions métaboliques, interagir avec l'environnement et qui évoluent au fil des générations. On pourrait se dire que ça y est, on a une certaine définition de ce qu'est un être vivant. Cependant, ce modèle va souffrir de certaines limites, notamment quand on s'approche de la frontière entre le vivant et l'inerte. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur la série des êtres vivants. La prochaine sortira dans un certain temps. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à ne rien faire. En tout cas, nous on vous encourage à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Facebook, et sur ce, à la prochaine. Oh, this you crazy mother...